Il faut bien mesurer l'état d'ébullition qu'il y a au Kremlin, puisque non seulement il y a cette annonce concernant le nucléaire, mais il y a aussi une annonce extrêmement importante concernant les troupes au sol. Écoutez Emmanuel Macron, la fameuse question des troupes au sol qui a été tellement débattue, qui a divisé l'Europe, la France et le Royaume-Uni vont de l'avant. Au plan opérationnel, nous avons décidé de changer complètement d'échelle la force conjointe, dite TIGEF, que nous avions créée en 2010 et qui est la base de coopération structurante. Nous faisons passer cette force conjointe du niveau d'une brigade à celle d'un corps d'armée, c'est-à-dire pouvant aller jusqu'à 50 000 hommes, capables d'être employés dans un engagement majeur, ce qui représenterait une multiplication par 5 avec la France et le Royaume-Uni en noyau dur, capable d'agréger d'autres partenaires européens et d'être mis à la disposition de l'Alliance. Alors, prenons la carte de l'Ukraine. Essayons de comprendre ce que dit ici Emmanuel Macron avec Keir Starmer à ses côtés. C'est une annonce considérable. 50 000 hommes, on est au-delà de certaines estimations qui avaient été données précédemment. Oui, mais il reste quand même à les trouver. C'est-à-dire qu'il y a une décision de principe. Donc pour le moment, le corps expéditionnaire conjoint est de 10 000 hommes, terre, air et mer. Et l'idée, effectivement, est de la multiplier par 5. Maintenant, il faut trouver en France et au Royaume-Uni les hommes. Et il semblerait que ce ne soit pas si facile que ça, mais je pense que c'est sur la longue durée. Et puis, il parle d'agréger un certain nombre d'autres États, donc cette coalition de volontaires. Oui, ce qui est utile de rappeler tout de suite, c'est que la vocation de ce corps n'est pas d'aller faire la guerre aux Russes en Ukraine aux côtés de l'armée ukrainienne. L'idée, c'est que ce soit des troupes qui pourraient se déployer après le cessez-le-feu pour respecter les modalités de celui-ci. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a un acte politique qui est très fort et en même temps, Emmanuel Macron, évidemment, ne va pas jusqu'à cette transgression des troupes au sol dont il avait parlé il y a plusieurs mois et dont on semblait pouvoir penser qu'il pourrait arriver pendant le conflit, même si ce n'était pas directement sur le champ de bataille. C'est ce qu'ils appellent la réassurance. Voilà. Oui, mais si les Russes attaquent de nouveau ? Ah bah effectivement, c'est tout le problème. Oui. Et d'abord, il faudrait que les Russes soient d'accord pour ce déploiement. Et jusqu'à présent, Vladimir Poutine a dit et répété qu'il n'acceptait pas que soient déployées sur le sol ukrainien des troupes de pays de l'OTAN, ce qui est évidemment le cas des Français et des Britanniques. Et puis la question aussi, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais les Russes se remettent à attaquer ? Est-ce que ces troupes, qui sont des troupes de maintien de la paix en quelque sorte, deviendraient des troupes véritablement de guerre pour frontalement entrer en conflit avec la Russie? Alors, soyons clairs, si c'est des troupes effectivement de maintien de la paix, si la paix est brisée par les Russes, si les Russes attaquent à nouveau, et s'il y a un affrontement direct entre les Russes, les Britanniques et les Français, est-ce que c'est la guerre ? Ah ben, s'il y a un affrontement direct, oui, mais ça dépend quel mandat nous aurons. Parce que c'est pas du tout la paix. Être des forces de maintien de la paix, ça veut dire qu'on sépare les partis. Alors que si on est une force de réassurance, ça veut dire qu'on est comme en Corée du Sud après la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre de Corée, si vous voulez. C'est absolument pas les mêmes logiques. Donc, je pense qu'il pour le maintien de la paix, d'abord, il faut une paix à maintenir. Oui. Donc ça suppose effectivement qu'il y ait un accord. Ensuite, il y aura nécessairement une résolution, probablement des Nations Unies pour cela. Mais vous avez d'autres types de forces, vous avez d'interposition, et là, effectivement, qui peuvent réagir, ou d'imposition de la paix. Et tout dépend, effectivement, du mandat qui leur est confié. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, en effet, comme vous dites, Sylvie, c'est extrêmement hypothétique. C'est dans le cadre, l'hypothèse d'un accord de paix qui est pour le moment très loin d'arriver. Les négociations sont totalement arrêtées. Et deuxièmement, je pense qu'il faut le lier à l'annonce fondamentale de la coordination nucléaire, parce que à ce moment-là, si des forces franco-britanniques européennes sont une force d'interposition pour maintenir un cessez-le-feu, Vladimir Poutine saura que s'il s'en prend à ces forces-là, il s'en prend à l'Europe et donc à deux puissances nucléaires qui guettent. Donc il faut le lire comme un ensemble cohérent. Mais attendez, vous avez quand même de nouveau le pied sur le frein, décidément, ce soir. Emmanuel Macron dit « Nous avons décidé de changer complètement d'échelle. La force conjointe, nous avons créé en 2010, nous faisons passer cette force conjointe du niveau d'une brigade à celle d'un corps d'armée, c'est-à-dire pouvant aller jusqu'à 50 000 hommes. » Si on dit ça, alors, on tient ou non cette promesse, mais si on dit ça, c'est pas simplement pour dire oui, on est prêt au cas où on a besoin. Il y a quand même une démarche plus offensive. Non, mais politiquement, c'est effectivement très important. Mais vous voyez, par exemple, cette force de 10 000 hommes qui a été créée en 2010,
en 2017, à l'époque où j'y étais, justement, puisque j'ai assisté, il y avait les exercices qui permettaient de déclarer l'opérationnalité de la force. Donc il y a quand même eu 2 ans entre le moment où la décision a été prise et le moment où ces forces étaient en mesure d'intervenir. Là, si vous multipliez par 5, ça va prendre encore du temps. Encore une fois, c'est une décision qui est évidemment importante, mais ça prend du temps. Vous êtes resté avec nous, Michel Polaco, parce qu'il y a une autre déclaration qui nous est parvenue du président de la République qui est encore plus catégorique, puisqu'il dit « Nous sommes entrés dans la phase concrète », c'est-à-dire que des centaines de militaires qui sont déjà mobilisés, un état-major est bâti en vue de planifier cette force. Écoutez, vous réagirez. La question nous était posée il y a encore quelques semaines. Est-ce que votre coalition des volontaires est quelque chose de concret ? C'est simple. Ça n'est pas simplement quelque chose de concret. Ce sont des centaines de militaires qui sont déjà mobilisés. C'est un état-major qui est bâti. Ce sont des décisions et des planifications déjà prises. La question nous était posée il y a encore quelques semaines. Est-ce que votre coalition des volontaires est quelque chose de concret ? Michel Polaco, qu'est-ce qu'il est en train ici d'expliquer ? Quand on parle de planification, le premier noyau de ce que sera cette force opérationnelle. Il envoie un message à Moscou pour leur dire nous ne restons pas indifférents, nous ne restons pas immobiles, nous nous organisons pour le cas où, nous approchons des poitrines des lieux où se passent les combats, même si nous n'entrons pas sur le territoire ukrainien. Donc ça veut dire que si d'aventure il y avait un dépassement, par exemple des frontières de l'Ukraine vers la Pologne ou d'autres pays, à ce moment-là, nous serions directement touchés et donc nos intérêts vitaux seraient directement en jeu. Donc je dirais que nous augmentons la capacité pour nous de décider que nos intérêts vitaux sont en jeu. Et donc, ça veut dire qu'on franchirait une étape, un échelon, une marche vis-à-vis des Russes. Et pour eux, ce serait évidemment une alerte. Maintenant, il faut quand même bien regarder que ce qu'annonce le président Macron, et je ne suis évidemment pas là pour détruire son discours qui veut être dissuasif, ça veut quand même dire qu'il faut des moyens importants pour que ce soit crédible. Or, ces moyens importants, ce sont évidemment des hommes, nous en avons peu. Ce sont évidemment des armes, nous en avons peu, et le plus important, c'est une alliance politique, c'est-à-dire une politique commune que pour l'instant l'Europe n'a jamais su fabriquer et qui pour l'instant n'existe toujours pas, sinon à travers l'OTAN, mais sinon ça n'existe pas, et on est en train d'essayer d'en fabriquer un embryon avec les Britanniques de manière à, je dirais, enrichir l'OTAN, renforcer l'OTAN, tout en gardant un peu nos deux spécificités, puisque nous avons décidé que nous gardions la main sur une certaine catégorie de nos armements. Alors, question sur ce plateau. Est-ce que c'est le moment, effectivement, d'y aller, même contre la volonté des Russes ? Est-ce que les Français et les Anglais, ce serait le pas d'après ? Pas simplement de dire, en cas de résolution des Nations Unies, de toute façon, là, les Russes peuvent faire en plus obstacle, ils peuvent avoir le veto à l'ONU, ou est-ce qu'il faut aller plus loin et être prêt à défier les Russes ? Mais écoutez, les Russes ont envoyé des Nord-Coréens, on aura droit d'aller tout à fait à l'invitation de l'armée ukrainienne d'être présent sur le territoire ukrainien, mais après il faut en tirer les conséquences. Ensuite, il faut trouver la génération de force. Et là, je suis d'accord avec Michel Polaco. Aujourd'hui, la posture opérationnelle de l'armée française, c'est 30 000 hommes. C'est-à-dire qu'il y en a 30 000 qui sont en opération, il y en a 30 000 qui reviennent et il y en a 30 000 qui partent. C'est 90 000. Je rappelle que la force d'action terrestre, c'est 77 000 hommes. Et donc là, quand vous avez 50 000 hommes, ça veut dire que vous engagez la moitié des forces terrestres. C'est ça que ça veut dire. Et ces forces-là, on ne les Mais ça a pas. m'intéresse d'avoir vos avis sur ce principe. Regardez sur les réseaux sociaux la passion que ça suscite. Il y a ceux qui disent exclu d'envoyer des troupes au sol, quelles qu'elles soient, fût-ce des troupes au sol de maintien de la paix, parce que s'il faut se battre ensuite, non. Et puis ceux qui disent non, c'est le moment d'y aller. Vos avis là-dessus, vous ? Mais moi, je dis oui. À ce moment-là, il faut y aller, mais je vous dis, on n'ira pas, sauf si on y va en coalition. Et pour le moment, elle est là, la coalition. Il y a au moins les Anglais et les Français. Les Anglais, la dernière fois, ils ont déjà reculé. Ils ne voulaient plus à un certain moment que faire de l'instruction sur les arrières. Elle est belle, la coalition. Etc. Déjà, regardez, le Français doute déjà du partenaire français. Écoutez, moi j'ai vu des tas de générations de force dans ma vie. Il n'y a
plein de promesses en permanente, et quand il faut y aller, il reste les Français, un peu les Britanniques, et puis les autres, ils se dégonflent. C'est ça que j'ai vécu toute mon existence de soldat. Alors, vous permettez que je sois un tout petit peu pessimiste. Alors, je dis oui, il faudrait y aller, mais on verra qui est capable, qui a, voilà. Qu'est-ce que vous alliez dire, qui allait pour y aller. Voilà. Ce qui est un peu déstabilisant, c'est qu'il y a 3 mois, on nous a fait tout un foin des 5 nations cadres, donc qui étaient l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, la France et la Grande-Bretagne, et là on se retrouve avec du bilatéral, alors qu'on pourrait s'attendre à une initiative commune européenne. Marion, tu parlais tout à l'heure d'européanisation de la défense. Là, on est complètement dans du bilatéral. Exit l'Allemagne, exit la Pologne, exit l'Italie. Voilà. Que va penser Merz de cette affaire ? Votre avis à vous, c'est quoi ? À mon avis, c'est qu'on a tâtonné pendant quelques mois. Il y a eu la réunion des chefs d'état-major, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec les 30 chefs d'état-major, y compris les Australiens, les Canadiens, etc. On a eu ce format Et votre avis à vous ? Attendez, on parle d'envoyer des hommes au sol, vous me dites c'est du bilatéral, on va voir, etc. Non, mais il faut arrêter l'hypocrisie. Si on fournit des missiles Scalp qui sont capables d'anéantir des zones de lancement russes, des postes de commandement russes, etc. J'ai rien compris. Alors, vous êtes pour ou contre ? Moi, je suis pour. Ah bon, Je suis pour, bien entendu. Je suis pour. Arrêtons l'hypocrisie.